Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents, afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Salut Rich. Salut Frika. Moi, quand Comment je vas-tu serai aujourd'hui? grande, je serai Bah écoute, je vais très bien et toi? Bah écoute, je vais bien, merci. astronaute. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'école et les enjeux de la transmission linguistique chez les enfants racisés. Pourquoi certaines langues sont dévalorisées? Bah écoute, déjà au niveau de la transmission linguistique, moi je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai passé tout mon primaire en Côte d'Ivoire. Donc moi je fais partie de la langue des Atiés, enfin de l'ethnie des Atiés plutôt. Et moi de mon côté, tu vois, je ne parle pas l'Atié. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais petite, mon père ne m'a pas appris l'Atié. Et du coup, tu parlais quelle langue avec ton père? On parlait français dans la maison. L'Atié n'était parlé que quand mon père voyait mes oncles, mes tantes, les grands-parents. Mais nous, de notre côté, on ne parlait pas la langue. Mon père estimait que c'était un moyen de pouvoir aborder des sujets d'adultes. Et du Ouais. coup, je ne l'ai pas transmis à mes enfants. Alors, du coup, en fait, tu es en train de me dire que ni tes frères, ni toi, personne au sein de votre famille ne parlait la langue, alors que vous étiez en Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà. Ni mes frères ni moi ne parlons l'Atié. Par D'accord. contre, mon père, mes tantes, toute la famille parle par contre l'Atié. Mais nous, on ne l'a pas D'accord. appris. Ok. Alors, moi, de mon côté, en fait, je suis née à Madagascar. J'ai toujours parlé malgache. Le français n'est pas ma langue maternelle. Justement, chez moi, tout le monde parlait malgache. Avec ma maman, je parlais malgache, mes cousins, cousines, ma grand-mère. Même à l'école, nous n'étions pas dans des écoles françaises, mais dans des écoles malgaches. Donc, du coup, tout le monde parlait malgache. Du coup, moi, c'est plutôt quand je suis arrivée en France que j'ai dû apprendre à parler français. Mais j'ai toujours parlé malgache, en fait, avec ma mère. Voilà. J'ai un petit frère qui, lui, nous avons 12 ans de différence, qui, lui, est né en France et qui, lui, par contre, ne parle pas du tout malgache. Alors, la raison pour laquelle il ne parle pas malgache, c'est que déjà, à l'école, quand ma maman a voulu le scolariser, donc en petite section de maternelle, ma mère avait l'habitude de lui parler malgache à la maison, comme elle me parlait malgache, comme on communiquait ensemble en malgache. Et à l'école, ils ont dit à ma mère, non mais ça va pas, non, surtout pas, il faut pas lui parler malgache parce qu'il va être perturbé, il va rien comprendre, et puis il va avoir des difficultés scolaires, des retards au niveau de sa scolarité. Donc, ma mère, tout de suite, elle a paniqué, elle s'est dit, non, faut pas qu'il ait un retard au niveau scolaire, donc elle a arrêté de lui parler malgache, parce que ça a été déconseillé à l'école. C'est quand même très bizarre qu'on dise aux parents de ne pas parler leur langue, alors que Ouais. c'est très à la mode en ce moment de dire qu'il faut qu'ils apprennent l'anglais dès la Non, mais petite c'est ça. enfance, limite si c'est pas dès le berceau, quoi, tu vois. Non, C'est mais pour ça, tout à c'est fait juste ça, ça en fait. qui me fait un peu doucement rigoler, quoi. C'est un historique, ça aussi. Le fait de dire juste que l'anglais est une langue d'élite, est une langue où justement il faut être bilingue, trilingue. Si tu parles anglais, espagnol, français et allemand, alors là, t'es vu vraiment comme une tête, comme quelqu'un d'intelligent et tout ça. Par contre, si tu parles, par exemple, malgache, créole, français et lingala, là, non, en fait, non, tu parles des langues qui sont sous-évaluées, sous-cotées, des langues, comme j'ai vu dans l'article, un patois, quoi. C'est pas réellement une
une langue carrément. Mais ça a une histoire, c'est ce que je te disais. Mhm. Et d'ailleurs, Françoise Vergès, lors du 17e sommet de la francophonie, en parle. Hein. Elle dit que le français est une langue de hiérarchie raciale et que l'histoire nous le prouve. On peut voir, par exemple, pendant la colonisation, dans les pays colonisés tels que l'Algérie, Madagascar ou la Côte d'Ivoire, on a commencé à emmener l'école dans ces pays-là. Quand Jules Ferry a apporté l'école dans ces pays-là, c'était vraiment dans le sens d'assimilation, mission civilisatrice, enfin, tu vois. Il y avait un espèce de... Il fallait effacer, en fait, c'était des langues, le français était la langue civilisée, et nos langues à nous, c'était des langues de barbares, des langues de sauvages. Voilà, c'est ça, tout à fait, qu'il fallait absolument enlever et nous contraindre, en fait, à parler que le français. Mais pas un bon français non plus, hein, tu vois, il fallait nous apprendre le strict minimum au niveau français pour qu'on ne soit pas mélangé aux élites non plus. Il fallait nous apprendre à parler faire un la français, différence, quoi. Exactement, c'est ça. Un français, voilà, on sait très bien le terme qui se disait avant, qui moi, m'horripile aujourd'hui, mais c'était du mot pour mot, afin de devenir ensuite, de se servir de nous en tant que main-d'œuvre pour travailler dans les usines françaises, mais il fallait pas devenir des intellectuels. Hein. L'école était là vraiment pour nous apprendre les bases du français, mais pas pour nous apprendre à réfléchir, à penser en français et à être en fait du même niveau qu'un français. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Comme ça, hop, ils connaissent les rudiments du français, c'est suffisant pour aller cueillir, pour aller travailler dans les champs, pour soulever des machines ou un fusil. Il n'y a pas besoin de plus. C'est que cette mission civilisatrice, fallait pas oublier la supériorité. Donc, ils n'allaient pas pour inculquer les Lumières. Hein. Ah non, pas du tout. Et tu vois, ça me rappelle encore le texte en fait du livre Enseignement et éducation de Antoine Léon. Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, écrit-il, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à notre entreprise, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance. Obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot, de lui ouvrir les écoles où son esprit se forme à nos intentions. Celle-ci prend place dans une sorte de synergie à côté de l'armée et des institutions économiques et sociales. L'instituteur est censé participer efficacement au maintien de l'ordre social. Il contribue à répandre chez les enfants et indirectement chez les familles les notions utiles que l'administration veut inculquer aux indigènes. C'est ce qu'écrit Georges Hardy, nommé 1920 directeur de l'enseignement du protectorat marocain. Il y a vraiment cette volonté de prendre l'enfant dès la toute petite enfance, afin justement de lui ouvrir les écoles et formater son esprit. Enfin, je trouve ça super fort comme ça texte. Ressemble à l'autre rapport de... Ouais, c'est fort, c'est intrusif. Comme tu le dis, la langue était un moyen de domination. Mais après, c'était aussi une espèce de propagande pour le peuple français qui se trouvait sur le territoire, enfin sur l'Hexagone. Oui. C'était pour leur dire, regardez, on va civiliser les bons sauvages qui sont de l'autre côté. Entre ce qu'ils disaient sur le territoire français, sur les terres françaises et ce qui se passait dans les colonies, il y avait quand même une sacrée différence. Quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est resté dans l'imaginaire collectif que nos langues n'ont pas de valeur, que les langues des parents racisés n'ont pas de valeur. C'est que et qui voient encore le fait qu'on veuille parler à nos enfants. Tu vois, moi je pourrais pas le faire parce que je la parle pas. Mais bon, je me renseigne pour l'apprendre. J'essaie de trouver des tutos sur YouTube et tout pour essayer de l'apprendre. Oui. Mais c'est une manière encore d'asservissement parce que on est d'accord que tout ce côté ne parlez pas vos langues, elle a un fondement qui est purement idéologique et raciste quand tu regardes bien. Parce que si c'était vraiment un souci de ne pas parler d'autres langues pour maîtriser le français, dans ce cas, on dirait pas aux parents de parler anglais, de parler espagnol, ou quand tu as un parent qui est suédois, dire « Oh, c'est tellement bien, il parle suédois », on dirait « Non, vous lui parlez que français ». Mais quand tu as une maman comme toi, on te dit à ta mère de ne pas parler le malgache à son fils, ou comme on peut dire aux mamans maghrébines de ne pas parler de l'arabe ou le kabyle ou le berbère
à leurs enfants, ou Mais qu'on leur fait après, dire de ne pas parler en plus, lingala. pour l'arabe, il y a aussi autre chose Oui, en derrière, hein. plus. Parce que l'arabe, en fait, à l'époque de l'Algérie, il disait qu'il fallait éradiquer l'arabe, Mhm, il fallait carrément l'éradiquer, mhm, car vu comme l'outil d'un panislamisme, tu ouais. vois. Donc derrière ça, il y a vraiment, à travers les langues, il y a une guerre psychologique. Mhm. Le mot est peut-être fort quand je dis mot guerre, mais il y a réellement un combat de civilisation Oui, un statut de supériorité et de dominant. et de soumission, et aussi une volonté quand même d'effacer la culture de Mm. l'autre, parce que la langue, elle se transmet quand même à travers la Oui. culture. Quand tu entends en Algérie qu'il faut éradiquer l'arabe, Mm. je trouve que le mot est fort, Mm. hein. C'est pas du genre, non, déconseillons l'arabe, c'est éradiquer l'arabe. Et d'ailleurs, tu vois que William Merleau-Ponty, Mhm. Merleau-Ponty, pardon, j'ai rajouté un 2, qui était un administrateur colonial français, qui était gouverneur général de l'Afrique occidentale française aussi. La langue française était utilisée au sein des colonies comme une arme de conquête morale Mm. des peuples dits indigènes. Ouais. Tu vois? Pour eux, c'était vraiment quand ils sont arrivés avec l'école en se disant qu'il fallait instruire ses enfants, enfin leur apprendre le français. C'était pas du genre ouais, je t'apprends le français. C'était vraiment une langue pour une conquête morale, quoi. Ils estimaient que la langue était un moyen qui était beaucoup moins coûteux que de faire la guerre. Non, mais Donc tout à c'est fait. que quelque part, il y a vraiment un asservissement par la langue qui se traduit encore aujourd'hui. Parce que quand tu vois qu'on dit aux parents racisés de ne pas parler plusieurs langues à leurs enfants, et que dans les classes favorisées, regarde bien dans les classes favorisées, il y a combien de gamines qui te disent « Alors Mais ben, tout à moi, fait. je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien ». Et puis en ce moment, comme c'est la grande tendance à l'ouverture aux autres pays, Ah oui, voilà, aussi. maintenant ils apprennent l'arabe, ils se sont mis au mandarin. Donc tu vois, toutes ces écoles-là où les enfants apprennent plein de langues, ce sont des écoles d'élite. T'as des parents qui tueraient pour tout que à leurs fait. enfants aillent là-bas. Ils font c'est sur Des dossier, dérogations. ils font des... Et puis ça vaut une fortune, hein. Ce sont Mm. des écoles privées dites internationales. Oui, c'est ça. Dans mon école privée en Normandie, Mhm. dès la 6e, il y avait une Mhm. filière européenne. C'est-à-dire que de la 6e, en plus de parler Tout à fait. l'anglais, tu apprenais l'allemand, c'était obligatoire, et tu pouvais Mhm. rajouter l'italien ou Mhm. l'espagnol. Donc déjà, tu devais apprendre et l'anglais et l'allemand, et tu avais droit de rajouter espagnol ou italien. Oui. Et le latin et le grec, c'était obligatoire. Donc je te raconte Mm. pas. Bon, moi, j'ai pas tout fait pour y aller. Moi, j'étais au T'étais déjà 6e, révolutionnaire c'est dans la l'âme, partie toi. 22. Donc du coup, moi, j'ai tout fait pour pas y aller, à la grande déception de mes parents. Donc tu vois déjà la pression Oui. qu'on te met derrière. Donc tu as tous ces gamins-là qui, dès la 6e, ont des agendas de ministres, comme je dis. Faut former Et à l'élite. côté de ça, Mm. les parents racisés, par contre, on leur fait comprendre que c'est plus un handicap. Tu vois, Mm. c'est même pas un avantage, c'est un handicap. Non, mais c'est sûr. Bah oui, parce que c'est considéré comme des langues. Voilà. C'est une sous-culture, une sous-langue. C'est dévalorisé. Puis le fait aussi, tu as aussi le côté immigré derrière. Tu vois, quand dans les écoles internationales, ce sont des enfants de diplomates aussi parfois ce sont des expatriés européens ou voilà. Toi, quand tu viens avec ta langue, tu es forcément vu comme un immigré. Même si comme, t'es né en France. donc il y a la dévalorisation du statut. Voilà, c'est ça. Et il y a la dévalorisation du statut, la dévalorisation de la langue, la dévalorisation. Et puis nous-mêmes, on a intégré ça parce que, en plus du fait qu'en fait, à l'extérieur, à l'école, on nous l'enseigne, on l'a intégré parce qu'il y a plein de parents, par exemple, qui aujourd'hui, qui ne parlent pas la langue sans aucune interdiction, en fait, sans qu'on leur ait interdit quoi que ce soit. Et combien d'enfants ont eu honte aussi d'entendre leurs parents parler l'arabe, le malgache ou lingala. Il y a eu combien d'enfants parce que, justement, ça faisait pas partie des langues de l'élite. Ça faisait du genre, tes parents sont étrangers, ils ne maîtrisent pas cette langue française qui est dite, en fait, la langue de la connaissance, de la civilisation. Et toutes nos langues étaient vues et intégrées par nous-mêmes comme des sous-langues, quoi. Regarde Jane Birkin, quand elle parle anglais, quand elle a son accent, après 50 ans de vie en France, tout le monde trouve ça tellement bien, tellement chou, tellement, tu vois. Quand nos parents, malgré qu'ils soient polyglottes, qu'ils parlent je ne sais combien de langues, en fait, ils sont tout de suite vus comme des imbéciles, en fait, comme des idiots, comme des gens qui n'ont pas de culture, pas de connaissances, avec leur langue, tu vois, avec leur accent. Alors qu'ils parlent plus de langues que beaucoup de Français blancs. Je pense qu'il y a des parents qui
font le choix de ne pas apprendre la langue à leurs enfants pour ne pas que leurs enfants se fassent discriminer. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue derrière, Mhm. où ils se disent, bon, ben, on va lui donner toutes les chances. Et puis parce qu'on leur fait croire aussi que le fait qu'ils parlent à leurs enfants dans une autre langue que le français, c'est un handicap. Ils se disent, bon, on Mais va oui, plus le carrément. faire. Et du coup, ça devient quelque chose de purement, je n'ai même pas envie de dire d'intégration, parce que pour moi, des enfants qui sont nés en France, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Mais Ouais, tu mais as tu vois, derrière ça encore, en même temps, tu dis ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Toi et moi, on est d'accord en se disant qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer, mais en réalité, on leur demande toujours de oui, mais s'intégrer. c'est pour ça en fait, c'est que c'est derrière cette question de tu ne peux pas parler la langue à ton enfant, il y a toujours encore cette question d'intégration. Et Mm. puis je pense que même les enfants, ils se rendent bien compte que parler leur langue en dehors de l'école va être mal vu, je le pense. Mm. Parce que déjà Oui, tout il y a petit, la on sent transmission de la déjà, honte. voilà, donc ça joue énormément. Donc déjà quand tu as tout ça de stéréotypes sur toi, t'as pas le même état d'esprit que dans un environnement où on te félicite sur le fait que tu saches parler plusieurs langues. Oui, et puis tu intègres aussi Mm. la dévalorisation de ta culture, parce qu'en dévalorisant ta Oui. langue, tu Mm. dévalorises ta Et culture. puis c'est surtout que à travers les langues, parce que j'ai lu un rapport qui est sorti en Ah ouais. 2005, Non, et mais je alors, m'attendais le pas à trouver rapport, c'est ça juste un truc dedans, de dingue. le rapport de force entre les langues et la France. Non, mais c'est carrément un truc militaire, ton truc là. Ah non, mais moi j'étais, je me suis dit c'est pas possible, je me suis trompée, je vais le relire. C'était Tellement le je suis texte de tombée des nues. 1850. Non, 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 Et c'était voilà, je me suis 2005. dit non, ça doit être un texte qui date de l'AOF de 1885. Il y a Non, un non, truc non. que j'ai raté. Je vais revérifier mes sources parce que c'est pas possible que ce soit un truc qui date de 2005. Et bah si. C'était le rapport préliminaire. Donc c'est pas celui qui a été voté, mais c'est Mhm. ce qui a été présenté en Non, premier non. lieu. Donc c'est le rapport Benisti. Et puis ça commence très tôt, hein, parce que tu vois, de la petite Voilà. enfance jusqu'à l'adolescence, il te laisse aucune chance. Hein. C'est juste un truc de dingue. Dans ce rapport, écoute, l'amalgame, enfin la Ouais, non, mais- corrélation plutôt, c'est même pas un Ouais. amalgame, c'est la corrélation. Donc le rapport s'appelle Rapport préliminaire de la commission prévention du groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure. Sécurité intérieure, Mm. tu te dis, on va parler de quelque chose de Quoi, c'est costaud. du gros, là, c'est lourd. Hein. C'est du lourd. C'est le FBI. Et non, FBI français. voilà. Et là, qu'est-ce que tu apprends? Mm. Entre 1 et 3 ans, les enfants sont en contact avec leurs parents, en particulier les mères, donc je vais vous lire mot pour mot. Si ces derniers sont d'origine étrangère, elles devront s'obliger à parler le français dans leur foyer pour habituer les enfants à n'avoir que cette langue pour s'exprimer. Mais si elles sentent, dans certains cas, des réticences de la part des pères, qui exigent souvent de parler patois du pays à la maison, Patois. elles seront dissuadées de le faire. Il faut alors engager des actions en direction du père pour l'inciter dans cette direction. Et donc ça, c'est dans un rapport qui parle de la sécurité intérieure. Hein. Ouais. Ensuite, entre 4 et 6 ans, ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c'est là que les premières difficultés peuvent apparaître. Difficultés dues à la langue, si la mère de famille n'a pas suivi les recommandations de la phase 1. Ouais. Donc, l'enfant va alors, au fur et à mesure des mois, s'isoler dans sa classe et de moins en moins communiquer avec les autres. Donc, pour eux, c'est un obstacle de communication qui va s'accentuer et marginaliser l'enfant, non seulement au sein de la collectivité, mais à l'égard de ses camarades. Donc, en gros, là, ce rapport qui parle de délinquance, hein, en gros, c'est ça, il considère que les parents racisés, en continuant à parler leur langue à leurs enfants, créent des délinquants. Donc, en gros, chers parents racisés, vous êtes en train de créer des futurs délinquants. Hein. C'est de votre faute. Hein. Non, mais tu vois, regarde Ulrich, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais en fait de l'historique de l'école, on est encore là, à part ce texte, pour moi, on fait carrément le lien entre ce qui a été écrit en 1875 et ce qui a été écrit en fait là. Parce qu'ils font exactement les mêmes liens. Ils disent qu'en fait, les parents ne doivent pas apprendre leur langue à leurs enfants et que les enfants doivent intégrer la langue française. Les textes n'ont pas changé en fait. Hein. Les textes n'ont absolument pas changé. On est encore dans ce même discours. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai relu, re-relu, revérifié. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas dater de 2005. C'est ça, c'est que tu dis qu'une simple transmission de langue se transforme en sûreté de l'État et en politique intérieure. Mais parce que la transmission de langue n'est pas juste une simple transmission de langue. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça derrière tout ça. C'est nous, en fait, qui voulons l'intégrer comme ça.
Nos langues sont des vecteurs de notre culture, de notre histoire, de nos racines. Et nous, en abandonnant nos langues et en les transmettant pas à nos enfants, on accepte de taire une partie de nous, de faire le deuil d'une partie de nous, de notre histoire, de notre culture, des transmissions. Et je pense que par la langue, il y a beaucoup plus que ça qui se joue. Et c'est pas pour rien que justement, c'est une question de sûreté d'État. C'est une question de transmission des valeurs, des savoirs, de la culture et de l'histoire. Oui. Jamais tu te dirais ça d'un Anglais quand il vit en France. Non. Jamais non, tu vas non, te dire, ah bah tiens, non. on va vous enlever, vous avez interdiction de parler anglais, maintenant vous habitez en France et vous devez parler français parce que sinon votre enfant sera en échec. Sinon votre enfant, il deviendra délinquant. Sinon votre enfant, enfin jamais on écrira des textes comme ça. T'as autre chose aussi derrière ce côté qu'il faut pas parler la langue à son enfant. Nous encore, on maîtrise le français, mais on est d'accord que émotionnellement parlant, il y a certains mots que tu peux pas transmettre. Quand tu as appris à réfléchir dans une autre langue, tu peux pas transmettre en français. Donc pour les parents qui ne maîtrisent pas bien le français, je trouve que ça casse le lien. Et je trouve aussi que ça peut leur ôter leur rôle de parents dans l'éducation de leurs enfants parce que, en gros, ils ont cette injonction-là de ne pas parler à leurs enfants dans la langue. Ils maîtrisent pas bien forcément l'autre langue. Donc, du coup, quand tu as des devoirs à faire, je dis ça parce que j'ai croisé une maman de confinement, là, et tu sais, en ce moment, on fait les devoirs à la maison. Et cette maman qui vient de Gambie, elle parle très bien l'anglais, elle parle très bien le Wolof, mais elle maîtrise pas bien le français. Et elle me disait que pour les devoirs, c'était une galère. Parce que sa fille était en demande de certaines choses, mais elle m'a dit, je suis incapable de comprendre, donc elle est obligée d'aller sur Internet pour traduire du français, pour faire en anglais, pour pouvoir comprendre et essayer d'expliquer à sa fille. Mais comme elle n'a pas appris à sa fille à parler sa langue, ben elle me dit, je ne sais plus comment faire. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la transmission. Il y a plus une possibilité de communiquer avec la culture d'origine, la culture de base, puisque tu ne comprends pas les gens qui te ressemblent, les gens qui ont la même culture que toi. Tu ne peux pas transmettre cette culture et tu peux pas transmettre l'information. Et en plus de ça, tu ne peux pas structurer ta pensée. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on voit les études sur la formation de la pensée et du langage, on voit bien que tout ça est lié et qu'on peut structurer sa pensée par la possibilité d'avoir accès à un langage aussi. Donc, si tu n'as plus accès ni au langage, ni aux mots, ni à l'histoire, ni à ta pensée, tu deviens en fait un récipient que tu peux après remplir à volonté de tout et de n'importe quoi. C'est pour ça que je disais, il y a quand même une stratégie de vouloir couper la culture, couper les langues, et ça coupe aussi la parentalité derrière tout ça. Oui, en fait, ils n'ont plus de rôle dans l'éducation de leurs enfants. Parce que quand tu maîtrises mal le français, c'est-à-dire que tu peux pas t'investir rien que dans les devoirs. Moi, cette maman, elle me dit, moi, j'y arrive plus. Elle dit, j'y arrive plus. Elle dit, j'essaie de lui expliquer, mais elle comprend pas. Elle dit, quand j'arrive à comprendre, c'est dur pour moi de lui faire comprendre ce que j'ai compris. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle arrive même plus à aider sa fille. Ça, ce sont des facteurs supplémentaires d'échec scolaire, hein. Dans l'éducation de leurs enfants, c'est un des principes même en tant que parents. On est tous investis dans l'éducation de notre enfant. Comme je dis, ça doit limiter les échanges aussi. Les émotions ne sont pas traduites de la même manière. Quand tu as intégré le français des petits, il y a certaines émotions que tu peux dire. Mais moi, je vois mon père quand parfois il parlait à Thiers. Il y a certains mots, je voyais qu'il galérait à trouver en atier. Il finissait par le balancer en français parce que lui, il avait eu pareil l'éducation d'abord en français avant d'avoir en atier. Parce que lui, il a appris l'atier après en deuxième. Et du coup, je voyais qu'à un moment, il y a des mots où il avait envie de le dire en atier, mais il n'arrivait pas à y balancer en français. Et que mes oncles et mes tantes, ils avaient des choses qu'ils avaient envie de dire en atier, qu'ils arrivaient à exprimer, mais que quand je leur demandais parfois de me le dire en français, ils me disaient, mais je peux pas te traduire, c'est pas possible, tu vois? Donc, il y a des émotions, il y a des rapports de fusion avec les enfants qui, je pense, parfois sont ratés parce que, tu peux pas t'exprimer de la même manière émotionnellement parlant, je pense. Ça joue aussi. Dans ce rapport de filiation qui peut être coupé des petits. Quand tu vois dans l'autre rapport qui dit de 1 an à 3 ans, tu dis en fait, faut prendre le mal par le mal dès l'enfance. Dès la petite enfance. Du coup, tu te demandes, l'école alors, ils veulent faire quoi des enfants racisés? Quel type de citoyens, en fait, ils veulent que les enfants soient à la sortie de l'école, des universités, tout ça, tu vois?
Alors, je me pose la question, Ulrich, est-ce que c'est à l'école d'ouvrir les yeux ou est-ce que c'est à nous de les ouvrir? Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce d'hypocrisie, mais les faits sont là, les chiffres sont là, les vécus sont là. En attendant, c'est aussi à nous de ne pas avoir honte de nous reconstruire, de ne pas avoir honte de ce que nous sommes, de nos langues, et d'apprendre à... Voilà, on ne peut pas compter sur l'école pour valoriser ce qu'il dénigre déjà, en fait. Oui, mais ce que je veux dire par là, quand je disais ça, c'est que quand tu vis dans un environnement qui n'est pas forcément calme, agréable, et que tu n'as pas forcément un boulot où tu te sens à ta place parce que tu l'as pris par dépit, parce que c'est un boulot alimentaire, il faut que tu manges. Je pense que ça joue aussi dans le côté de ne pas se sentir valorisé. Et je pense que tu es moins enclin à vouloir t'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que le côté que nous devons nous valoriser. C'est aussi la place que la société veut t'attribuer. Non, mais après, je l'entends, en fait, la place que la société veut t'attribuer. La place, elle est claire, elle est nette. Tu vas être femme de ménage, tu vas être... tu vas nettoyer les bureaux, tu vas faire le travail invisible. Bon, allez, tu vas être infirmière, tu vas être... Voilà, en fait, la place, elle est claire. C'est nous qui repoussons, en fait, les frontières, on va dire, pour pouvoir aller outre ça. À travers en fait des efforts surhumains, à travers un dépassement de soi au quotidien, à travers l'épuisement, à travers le fait de devoir en faire plus que tout le monde pour pouvoir réussir. Mais en fait, la place qui nous est dédiée, elle est claire. C'est nous qui voulons briser ces plafonds afin d'avoir une autre place. Mais peut-être qu'il est temps de savoir par nous-mêmes nos valeurs, de renforcer nos enfants, leur apprendre leur culture d'origine, notre culture du moins, transmettre des choses qui nous appartiennent. Parce que quand les langues, si de génération en génération nous perdons notre langue, nous allons perdre nous aussi notre culture. Là où les autres se battent pour garder la leur, nous on est en train de perdre des territoires petit à petit. On est en train de perdre des territoires psychiques. Tu vois, on est en train de faire perdre tout ça à nos enfants en fait et à nous-mêmes. Et qui pourra réécrire l'histoire quand il n'y aura plus rien? Personne. Elle est déjà réécrite. Elle est déjà réécrite pour modifier la perception des choses. Donc. Non, mais tout à fait. Il est peut-être temps de réfléchir pour transmettre ce qui reste et de se dire non, il va falloir se battre et revaloriser nos langues et les transmettre à nos enfants aujourd'hui. C'est certain. Bon, déjà, moi, il va falloir que je l'apprenne. Hein. Oui, si vous nous entendez, SOS. Ulrich lance un SOS pour la survie d'Ulrich et de la langue attier. Alors, on vous dit à très vite, à très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Au revoir les amis. Je m'attendais, je me suis dit, est-ce qu'elle va se moquer ou elle va pas se moquer? Donc moi j'assume, au revoir les amis, au revoir la moqueuse. Alors, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, ainsi que de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.